Alors, bonjour tout le monde. Ça me fait plaisir d'être parmi vous. Même notre chère Guylaine va avoir un défi à ancrer ma présentation dans les deux présentations précédentes. Je vous assure qu'il y a un lien, en tout cas moi je vois un lien avec l'expérimentation institutionnelle. Il y a aussi des questions d'accès à la justice, voire même le renouveau de l'action collective, comme on discutait avec plusieurs d'entre vous dans l'atelier ce matin. Alors, c'est ça, bear with me, hein, patience, on va y arriver à faire tous ces liens-là. Donc, je présente sur la question de l'imputation d'une obligation de prévention et de protection à l'employeur en matière de violence conjugale. Comment j'avance? Je dois d'abord expliquer que cette entreprise a été de chercheurs universitaires parmi un partenariat de recherche via les services aux collectivités de l'UQAM. J'ai donc, avec mes chers partenaires que j'aime d'amour, répondu à une commande. Ce que je vais partager avec vous, ce n'est pas les résultats ni les retombées, sauf une, de cette recherche, mais plutôt une réflexion avec un peu de recul sur ce que signifie ce que nous avons accompli au cadre de ce partenariat-là. Donc, j'ai oublié de partir le timer, c'est pas grave. Donc, je prends un petit moment de recul pour exposer un peu quels sont les rapports entre les milieux de travail et la violence conjugale. Ce n'est pas nécessairement intuitif, en tout cas, ça ne l'était pas pour moi il y a plusieurs années. Donc, je fais un petit temps pour dire c'est quoi le rapport. Moi aussi, j'ai posé cette question-là. Ensuite, je vais décrire un peu l'aboutissement du projet de recherche, évidemment de concert avec les associations syndicales et le Mouvement des femmes au Québec, c'est-à-dire la nouvelle obligation imputée à l'employeur depuis l'année dernière. Et pour en venir à cadrer le tout dans un contexte d'expérimentation institutionnelle de la part de la CNSST qui est chargée de la mise en œuvre de cette obligation-là et poser la question, perspective d'avenir, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour d'autres enjeux émergents de la santé et sécurité du travail? Est-ce que ça mérite qu'on revendique la poursuite de cette expansion des enjeux traditionnels de la santé et de la sécurité du travail? Si oui, dans quel but? Pour les femmes, pour les travailleuses, au nom du droit de l'égalité, pour renouveler l'action préventive, l'action collective, etc. Donc, violence conjugale au travail, le CTC a fait avec un groupe de chercheurs de Western il y a plusieurs années un sondage où on a demandé aux personnes qui travaillaient, donc travailleurs, travailleuses, leurs expériences avec la violence conjugale et les résultats ont été surprenants. Pourquoi? Parce qu'une personne sur trois disait avoir été victime de violence conjugale au cours de sa vie. Et pour la moitié de ces personnes-là, la violence les a suivis jusqu'à leur travail. La plupart du temps, puis là, c'est téléphone texto, la plupart du temps par des textos fréquents, puis là, on parle de 75 de l'heure, etc., par des courriels. Pour une personne sur 5 dans ce sous-groupe d'un sous-groupe, quand même, l'auteur des violences les a suivis à leur travail ou les attendait à la porte. Donc, on va voir que ça, c'est un drapeau rouge en termes de risque pour la santé. Dans certains cas, l'auteur des violences communique avec les collègues, communique avec l'employeur au sujet de la victime et va même des fois se présenter sur les lieux du travail. On va voir aussi que les législations en matière de violence conjugale, le régime de santé et sécurité du travail ailleurs au Canada, ont presque tous été adoptés suite à des rapports du coroner, alors qu'il y a eu des féminicides et dans un cas, un homicide d'un superviseur qui s'est interposé sur les lieux du travail. Et donc, je fais un petit temps d'arrêt. Cette intervention-là, je crois, était essentielle. Pourquoi? Parce que dans l'escalade des violences menant à des féminicides, le fait de traquer sa victime sur son lieu de travail ou à l'entrée est un signe d'un danger imminent dont il faut organiser une réponse concertée. Donc, et pourquoi? Comment ça se passe? Mais la violence conjugale, c'est une forme de contrôle coercitif qui est exercé sur la victime. Et alors qu'une travailleuse peut fuir dans une maison d'hébergement, dans sa famille, etc.,
tôt ou tard, surtout on se place au moment d'une séparation, mais elle a besoin de son revenu, donc elle va aller travailler. Et c'est là que c'est facile de la trouver. Souvent, l'auteur des violences va connaître son horaire, comment ça se déplace là, etc. Donc, souvent, quand les femmes sont tuées, ça va être dans le stationnement, dans la porte d'entrée, ou encore sur les lieux même du travail, s'il s'agit d'un restaurant ou d'un hôpital, par exemple. Je fais toujours la petite parenthèse, c'est la pédagogue en moi qui dit, bien, le lieu de travail, donc l'endroit où elle est dorénavant partagée, c'est le lieu où elle se trouve par le fait ou à l'occasion de son travail. Donc, l'obligation, merci pour l'obligation d'un employeur s'étend à l'entrée au stationnement à proximité. Je retourne à mes carottes. Donc, de plus, et là, je sors un peu du cadre de prévention, mais c'est le moment précis où elle a besoin de son revenu. Donc, le travail, c'est un lieu d'émancipation pour la victime. Elle est en repli, c'est encore dans la relation de l'auteur des violences. Elle peut accéder du soutien. Hélas, et mes partenaires sur la Côte-Nord ont été témoins, ça arrive que des victimes perdent leur emploi, soit parce que l'auteur des violences dérange à ce point le rendement et l'employeur les congédie, ou carrément, alors que l'auteur fait intrusion au travail, elle est considérée comme un problème et c'est elle qui est congédiée, comme on me raconte ce qui s'est passé à plusieurs reprises sur la Côte-Nord. Donc, en relisant l'affaire commission scolaire des Patriotes sur le retrait préventif, vous voyez que la protection de la personne victime de violences conjugales sur les lieux de travail s'inscrit de plein pied dans l'objectif de la loi, c'est-à-dire qu'on n'a pas à choisir entre sa sécurité personnelle et son emploi. Donc, voilà. Dans le contexte des dernières années, la violence conjugale s'est intensifiée. On était en crise sanitaire, le monde était confiné à la maison, en télétravail, etc. Et donc, tout le monde, on a tous été isolés, et d'autant plus les personnes qui étaient déjà dans une situation de vulnérabilité ou qui vivaient une violence. Et en plus, le télétravail a offert d'autres moyens de contrôle de la victime. Pourquoi? Parce que c'est encore plus facile d'interférer avec la prestation de travail alors qu'elle est à la maison. Je ne sais pas si vous avez vu, mais il y a même une enseignante aux Pays-Bas où le mari violent a dérangé sa classe et donc c'est tout en Zoom. Voilà. Et en même temps, évidemment, c'était plus difficile de s'en aller. Il fallait aller dans un motel pendant 14 jours, confinement, etc. Donc, un double impact. Donc, et là, j'embarque dans les graphiques, là, je me suis fait peur moi-même. Vraiment, prochain perfectionnement, ça va être des graphiques dans le PowerPoint. Donc, on est dans un contexte où les moyens technologiques ont permis plus de travail à la maison. Le confinement a forcé plus de travail à la maison. Et donc, on voit que le travail à la maison, les sphères traditionnelles qui ont été séparées dans le temps et dans l'espace, mais ça ne marchait plus tellement. Et donc, ce contexte-là a été vraiment propice pour ma gang, pour porter la revendication concernant l'obligation de l'employeur de protéger la victime et de prévenir la violence conjugale au travail. On était dans les médias plus de 65 fois pendant la première année de la pandémie. Et en même temps, donc, on avait toute une conjoncture sociale et cet effondrement, si on veut, entre la maison et le travail qui a aidé à ce que le monde accepte le discours qui, comme je disais, pas nécessairement va pas de soi, que l'employeur doit avoir une responsabilité. Et donc, dans le contexte c'est dans ce contexte-là, si tu veux, qu'on a éclaté la dichotomie historique, voulant que le travail, c'est un lieu, une sphère publique où on peut intervenir avec des réglementations publiques, et la maison, c'est la sphère privée où les pouvoirs publics doivent faire preuve de retenue parce que ce sont des affaires privées, ce sont des chicanes de couple. Donc ça a été éclaté avec cette adoption d'une obligation de prévention de la violence conjugale pour l'employeur. J'ajoute à mon schéma la sphère communautaire. Je vais y revenir plus tard au titre de l'expérimentation parce que Barbara Pocock, qui n'est pas ici avec nous, malgré que
amène pour comprendre le travail, la famille et les relations industrielles, la catégorie toujours pertinente de la communauté, donc qui dit que les relations industrielles et les catégories elles-mêmes, travail, famille, il y en a une autre qui est la communauté. Et c'est dans cet écosystème qu'il faut situer toutes nos interventions. Alors, avec l'adoption de la loi 27, il y a quand même une bonne chose parmi d'autres mesures moins pro-travailleurs. On a ajouté à l'obligation générale de l'employeur au sein de la loi sur la santé et la sécurité du travail une obligation explicite de prendre les mesures pour assurer la protection du travailleur exposé sur le lieu de travail à une situation de violence, incluant la violence conjugale. Et donc, c'est une espèce de renversement de paradigme, si on veut. Et en même temps, pour moi, il y a plusieurs messages très importants dans le fait de situer cette obligation-là d'intervenir au sein d'un régime de prévention. Pourquoi? Parce que dans le discours général, on parle beaucoup de soutien à la victime. On écarte, puis vous allez voir quand vous discutez avec quelqu'un ou avec un employeur, on revient toujours, on va l'aider une fois qu'elle est victimisée, et on finit par envoyer un message subtil que la violence conjugale, c'est un problème des victimes, c'est un problème de femmes, et tout d'un coup, il n'y a plus d'agent causal dans tout ça. Donc, il y a comme une espèce d'inévitabilité qui est véhiculée, veut pas, dans le fait qu'on parle que de soutien, pas de prévention. Donc, dans les milieux de travail, oui, certes, il faut soutenir les victimes, mais il faut aussi dépasser le discours de l'inévitabilité et dire, mais on peut prévenir la violence conjugale, y compris ici au travail, et comment? Deuxième point, bien, en termes de où se situe ce droit, imaginez-vous que le droit des victimes à la protection sur le lieu de travail était objet d'un grief, n'est-ce pas? 364 jours plus tard, ce n'est pas tellement utile. Donc, en situant la question de la violence conjugale dans une loi qui est préventive avec des mécanismes, exemple extrême, le droit de refus, l'inspectorat doit être là dans les 6 heures. Bien, même c'est long, hein, matière de violence conjugale, 6 heures. Donc, de plus, oui, c'est un droit qui peut être l'objet d'intervention et qui doit être géré de façon paritaire, donc via des actions collectives, mais en même temps, ce sont des droits individuels qui peuvent être activés par l'individu. Donc, moi, comme préventionniste, j'ai été heureuse là, d'introduire cette obligation au sein d'une loi préventive pour toutes ces raisons. Donc, là où je veux m'en venir, maintenant, pour la mise en œuvre, et c'est là que je vais toucher à la question de l'expérimentation. Comme j'ai exposé au début, j'ai travaillé avec des partenaires, des groupes de femmes, une maison d'hébergement de la Côte-Nord du Québec, à Sept-Îles et à Baie-Comeau. Et la revendication que j'ai portée dans le cadre de ce partenariat-là, c'était toujours qu'il fallait que la loi motive l'employeur à aller chercher les bonnes ressources à l'extérieur du milieu de travail, en cas de signalement. Donc, la ligne était claire, puis ça a été repris par la CNESST par la suite, c'est-à-dire le rôle de l'employeur, c'est de pivoter vers la bonne ressource. Et quand j'ai effectué une étude sur la mise en œuvre de dispositions semblables ailleurs au Canada, il semblait avoir beaucoup d'ambivalence entre les groupes de femmes qui ont revendiqué la mesure et leur équivalent de la CNESST. Pourquoi? Parce qu'on ne faisait pas vraiment confiance aux organismes publics de mettre en œuvre la disposition de façon sensée, de façon à redonner du pouvoir à la victime. Alors ici, au Québec, forte de ce constat, on a tenu la ligne que l'employeur devait avoir une liste de ressources, puis devait faire appel à ces ressources-là dans le cadre de ses obligations découlant de la LSST. La CNESST a acheté, et là, c'est des captures d'écran de leur site, ils vont proposer que l'employeur fasse affaire avec des groupes communautaires, spécifiquement des groupes de femmes des maisons d'hébergement. Et le rôle, oui, c'est des rôles de référence. Violence conjugale au travail, c'est le site que mes partenaires ont fait, la trousse d'accompagnement.
Et l'idée, c'est que la travailleuse qui est victime puisse passer une évaluation des risques selon les règles de l'art dans la communauté. Et ensuite, le rôle de l'employeur, ça va être de collaborer pour l'aspect de son plan de sécurité qui se passe dans les milieux de travail. Et donc, j'arrive, qu'est-ce que ça veut dire? Bien, c'est peut-être la réflexion que je souhaitais partager avec vous ici aujourd'hui. Donc, dans un sens, c'est très bien. On a explosé la dichotomie entre la sphère publique et la sphère privée. En même temps, on va aller mobiliser des acteurs du communautaire, en fait spécifiquement du mouvement des femmes, pour opérationnaliser la loi. Et tout ça, ça fait penser à un modèle de co-enforcement qui est souvent associé plus à la mise en œuvre des normes du travail, dans lequel des groupes communautaires ont ce qu'on appelle une unsubstitutable contribution, donc une contribution unique à faire, et en même temps la confiance de la population visée. Donc, ça cadre un petit peu avec le rapport privilégié qu'une maison d'hébergement pourrait établir avec une femme victime de violence. Il y a Tucker qui a aussi parlé d'une approche participative en matière de santé et sécurité du travail. Alors, les questions que je me pose rendues là, c'est des questions, où doit se situer la ligne entre les actions qui sont entreprises par l'employeur versus ce qui est renvoyé dans les groupes. Je vous donne un exemple. Au niveau fédéral, on demande à l'employeur de faire l'évaluation des risques. Alors, mes partenaires se sont insurgés contre cette possibilité-là en droit québécois. L'employeur devait à ce moment-là dire à sa travailleuse, est-ce qu'il a déjà essayé de vous étrangler, qui est un facteur de risque pour l'homicide? Alors, elle a dit non, non, wow, non, 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 pas ici, ça ne passe pas. Ça se fait ailleurs. On veut une prise en charge féministe, correcte. Il n'est pas question que l'employeur s'en mêle. Donc, OK. Donc, un rôle de plus en plus important pour les groupes à l'externe. Et ça soulève des questions. Entre autres, les préventionnistes sauront que ce sont normalement les employeurs qui payent à 100% le régime de prévention. Or, les groupes de femmes, les maisons d'hébergement, il y a une énorme demande maintenant. Elles ont une subvention de 3 ans Donc, moi, je pose la question, qui finance quand l'État sous-traite, délègue en quelque sorte la mise en œuvre de la loi? Et de plus, ce que j'ai découvert dans les études empiriques, c'est cette mise en œuvre plutôt tiède parce que les groupes de femmes, le mouvement des femmes et l'équivalent de la CNSST, ça ne marchait pas. Ils ne s'aimaient pas. Se faisaient pas confiance. Chaque fois que l'équivalent de la CNSST fait quelque chose, les femmes avaient une critique. Puis là, les femmes disaient, on en a trop, on n'arrive pas à répondre. Fait que ça ne marchait pas tellement bien. En même temps, il y a comme une promesse, puis là, je réfère à l'atelier de ce matin, à toute la difficile prise en compte de la subjectivité au travail qui est soulevée par toutes les questions de la santé mentale. Donc, l'importance, si je réfère à la présentation de Mélanie et de Nicolas, la rationalité subjective qui réfère à une question de santé, alors que la rationalité morale qui renvoie à un modèle justice peine à s'introduire, mais dans le cas de la violence conjugale, il y a quand même là toute une subjectivité, une mise en œuvre des règles qui commencent à être mobilisées tout ensemble. Donc, une combinaison de modèles santé, prise en compte de la subjectivité, mais couplé à un cadre qui est proprement dit juridique. Donc, une certaine promesse du point de vue de la prise en compte de la personne au travail comme une personne entière, unique, qui, oui, a une vie en dehors et qui est la même personne au travail, etc. Et dans ce contexte-là, je me demande quelles sont les implications à ce moment-là pour notre conception même de la santé et de la sécurité du travail. Exemple, est-ce qu'on n'ouvre pas ici vers une prise en compte de la question de la conciliation travail-famille comme un enjeu de santé et sécurité du travail? Pour rappel, toute la loi de la santé et de la sécurité du travail, les lois historiquement ont débuté avec des lois protectrices pour les femmes et les enfants. Et donc, le embodiment, la protection de la loi, la prise en compte de la personne
a débuté avec des droits qui étaient genrés, certes des lois protectionnistes, mais quand même. Alors, je pose la question, est-ce que nous sommes devant un piège ici ou plutôt une opportunité? Voilà.